Bien, nous pouvons démarrer. Il est 11h30. Merci aux participantes et participants qui nous rejoignent aujourd'hui pour ce séminaire sur l'acheteur, nouveau héros du succès durable. Je suis Yannick Migoto, directeur associé en charge de l'offre développement durable chez Argan & Co. Et j'ai le plaisir d'introduire ce webinaire avec 4 autres participantes et participants qui vont chacun se présenter. François Morage d'abord. Et bonjour à toutes et à tous, donc François Morage. Je me plais à dire que je suis un consultant junior puisque je suis consultant depuis 2020. Auparavant, j'ai passé une trentaine d'années dans diverses directions d'achat, dont une quinzaine d'années dans l'automobile et une douzaine d'années au sein de SNCF. Laurent? Merci François. Écoutez, alors je suis peut-être un consultant junior un peu plus senior parce que j'ai créé ma société de conseil en 2014. Donc, société de conseil en achat et supply chain. Auparavant et entre-temps, j'ai aussi une trentaine d'années d'expérience. J'ai travaillé dans 5 grands groupes internationaux, en France, à l'étranger, aux États-Unis, en Asie, dans des missions diverses d'opérations logistiques, direction supply chain, direction achat, plus d'autres métiers, patron de projet ERP et digitalisation. Voilà. Et donc, depuis 2 ans, j'ai réactivé ma société de conseil qui s'appelle Leb Management. Merci. Stéphanie? Merci. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Gauthier, directrice produit chez Silex. Donc Silex est une société française, un éditeur de logiciels qui produit des solutions logicielles pour les directions achats avec une brique historique de sourcing. Et donc moi je suis en charge de toute la partie gestion de la roadmap, des évolutions du produit. Et je travaille avec un certain nombre de clients pour continuer à faire évoluer le produit et à produire de nouvelles fonctionnalités pour mieux servir les besoins des acheteurs. Et je passe la parole à Amandine. Merci. Donc, bonjour à tous, Amandine Bedos, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, moi, je suis senior manager au sein du bureau de Paris d'Argan & Co. J'ai un peu plus de 10 ans d'expérience en transformation des opérations et j'interviens notamment sur le développement des achats responsables et des projets d'éco-conception. Et donc, après cette introduction, on va aujourd'hui parler donc des achats responsables. En tant que directeur associé en charge de l'offre développement durable d'Argan, je couvre les problématiques développement durable pour l'ensemble des expertises d'Argan. Et comme l'a indiqué Amandine, on couvre l'ensemble des périmètres opérationnels. J'ai donc le plaisir aujourd'hui de mettre en regard les achats d'autres problématiques qu'on peut couvrir. On va donc d'abord éclairer pourquoi les achats responsables sont un sujet aujourd'hui stratégique. Ensuite, partager un retour d'expérience sur la transformation avec nos experts et praticiens participants. Puis avec Stéphanie, partager des solutions pour faciliter la mesure de la performance, la mesure étant un point critique pour s'améliorer. Et enfin, partager des petits conseils pour bien se lancer ou accélérer. Alors, la RSE, un sujet stratégique pour les achats. Pourquoi? J'ai partagé ici une analyse que j'ai conduite grâce à un outil Google qui s'appelle Google Ngram, qui mesure l'importance de sujets dans la littérature, en l'occurrence ici en langue anglaise, depuis 2010. On voit que la thématique Sustainable Procurement est d'abord beaucoup plus importante que la thématique Olympic Games, Jeux Olympiques, ce qui est une très bonne nouvelle. Donc, on voit que les achats responsables, c'est un thème qui est extrêmement important. Quand on dit publication ici, ce que Google mesure, ce sont vraiment les publications, que ce soit des articles, des livres, des magazines, et sur l'ensemble des publications en langue anglaise dans le monde. Donc, c'est vraiment un outil. Enfin, là, on a ici une mesure extrêmement exhaustive. On n'est pas sur la base de sondages, on est vraiment sur la base de mesures très profondes. Et donc, on voit que achat responsable, c'est une thématique littéralement en forme olympique. On voit également, deuxième message de cette dynamique, qu'on a encore du chemin à faire par rapport à d'autres expertises que je couvre par exemple chez Argan & Co, comme les expertises de finance responsable ou de supply chain responsable, qui parfois d'ailleurs incorporent la problématique de procurement, mais c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a un chemin, une dynamique qui devrait s'accélérer si l'on suit ce que l'on observe dans d'autres domaines.
Je me suis permis également de partager un dernier message qui est que Sustainable Development Goals, le cadre des Nations Unies, est un thème qui, lui, est carrément en forme sur Olympique. Et c'est une bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on a effectivement, avec Sustainable Development Goals, un cadre qui est presque normatif et qui nous permet d'être beaucoup plus sérieux qu'avant dans les améliorations durables. Deuxièmement, on constate que les achats responsables concernent aujourd'hui tout le monde et tous les domaines d'activité. J'ai ici conduit une analyse sur la base d'un autre outil très quantitatif et très profond à nouveau en termes de mesures, qui est LinkedIn. Et je me suis amusé à décortiquer la distribution des décideurs qui s'intéressaient aux achats responsables par secteur en France dans les sociétés de plus de 500 employés. On a un échantillon de 531 personnes, ce qui est conséquent en l'occurrence. Donc, on a 531 personnes en France sur LinkedIn qui se déclarent être engagées ou très engagées dans les achats responsables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit dans leur titre de fonction, il y a achats responsables, sous différentes déclinaisons, on va vous passer des détails, soit qui sont affiliés à une communauté achats responsables déclarée sur LinkedIn. Donc, un effectif de 500 et quelques personnes qui nous permet d'avoir une bonne base statistique pour distribuer ça par secteur. Et on constate, premier message, que le secteur public est en avance, ce qui est en fait le reflet d'un cadre normatif qui est maintenant bien posé, avec des référentiels et des objectifs normés. On voit ensuite qu'on a des spécialistes de l'environnement. Ça montre la maturité et la professionnalisation des achats responsables. On commence à maintenant avoir des acheteurs qui sont vraiment dédiés à la problématique durable. Et derrière environnement, on va avoir des thématiques, par exemple, d'achat d'énergie, d'achat de packaging, qui requièrent des expertises très poussées et très dédiées. Puis des secteurs industriels comme l'automobile, le BTP, l'agroalimentaire. Et fait intéressant et intriguant, on trouve en quatrième position ici les services informatiques. Donc on voit effectivement que même des secteurs, entre guillemets, qu'on attendait moins en pole position, comme l'informatique, se mettent aux achats responsables, ce qui est une bonne nouvelle, puisqu'on sait que les services informatiques ont une empreinte sociale, enfin une empreinte durable qui peut être sujette à effectivement beaucoup d'améliorations. Donc, ça couvre aujourd'hui, ça concerne tout le monde. Donc, c'est un secteur qui est en forme olympique, qui couvre désormais l'ensemble des thématiques et des secteurs. Et l'aventure est devant nous. Pourquoi elle est devant nous? Parce que un des enjeux clés, et c'est pour moi le message stratégique essentiel, c'est que l'avenir va consister pour les acheteurs et les acheteuses à développer de nouvelles offres de produits-services. Quand on parle de durabilité, on a souvent des questions sur oui, mais finalement, ça intéresse qu'une petite partie de la population. Et quelque part, c'est vrai. Ce que cette planche montre, c'est que sur la partie droite, ce qu'on appelle les écoactifs, les 22% de la population les plus engagés dans le monde, sont effectivement une minorité, puisque que 22%. Et écoactifs, ici, se fonde sur une étude Kantar, dont en légende, vous voyez qu'elle a impliqué 88 000 personnes dans le monde, donc une enquête qui est récente, septembre 2021, et à très grande échelle. C'est là, pour moi, l'étude la plus complète que j'ai pu aujourd'hui, sur laquelle j'ai pu mettre la main. Donc, les écoactifs, ceux qui sont très engagés et qui passent à l'action, pour lesquels l'écart entre la valeur, j'ai envie d'essayer et je le fais vraiment, j'achète vraiment durable, donc ces écoactifs sont ceux pour lesquels l'écart est faible, mais ils ne concernent que 22% de la population. Donc, bonne nouvelle, on a encore 78% des consommateurs dans le monde à adresser, et en particulier, donc c'est les deux segments de gauche, les éco-dismissers, donc ceux qui sont vraiment encore sceptiques, et ceux qui considèrent, les éco-considéreurs. Donc, on a encore deux gros segments qui constituent la majorité de la population à adresser, avec des offres plus durable. Et s'il y a un message, et un seul pour moi stratégique à retenir de cette planche, c'est que le segment du milieu, les gens qui veulent passer à l'action mais ne passent pas encore beaucoup à l'action, c'est vraiment notre enjeu numéro un. C'est l'enjeu sur lequel l'achat est attendu pour permettre de livrer des produits et des services qui soient à la fois durables et accessibles. Alors maintenant, la question c'est comment, et je vais passer la parole à Amandine.
Merci Yannick pour cette introduction enthousiasmante. Donc, on va passer effectivement au retour d'expérience croisée de nos deux CPO sur la façon dont ils se sont lancés dans l'aventure achat responsable, les actions concrètes qu'ils ont pu mettre en œuvre et leur vision des clés du succès. Donc, pour commencer, François, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous expliquer à quel moment tu t'es intéressé aux achats responsables et pourquoi? Alors, je vais avoir une date très précise, en fait, c'est juin 2008. Juin 2008, j'arrive de l'automobile, qui n'est pas très RSE, à la SNCF, et il y a deux momentum, en fait. Juin 2008, c'est Guillaume Pépi qui devient président de SNCF avec pour ambition d'être le leader mondial de l'écomobilité et toutes les valeurs que ça transforme. Et c'est Pierre Pelouzet qui démarre sa direction d'achat avec un signe fort, à savoir un responsable, un VP RSE dans son codir. L'expérience, pour moi, elle était un peu brutale et elle était super intéressante parce que Pierre Pelouzet, à l'époque, nous disait vous êtes à armes égales, je veux de la sustainability et je veux de la performance achat. Et donc, moi, j'étais arrivé de l'automobile pour la performance achat. Donc, on a constitué un trio qui était assez exotique au départ parce que c'était des intérêts qu'on considérait divergents. Et en fait, non, on a chacun trouvé notre rôle, c'est-à-dire qu'Olivier, il avait la vision RSE. Ceux qui connaissent Olivier Menuet savent qu'il a toujours une vision et toujours beaucoup d'idées. Et moi, j'ai essayé de le ramener sur Terre avec un plan de performance et faire en sorte que la chose soit réalisable, opérationnelle et à ISO coût. Donc ça, c'était la partie interne qu'on a développée. Et tout de suite, Pierre Pelouzet nous a fait nous lancer dans la démarche de la charte relations fournisseurs responsables, puisque SNCF était l'un des grands fondateurs de cette charte, était l'un des 5 premiers signataires et l'un des 5 premiers labellisés, donc avec beaucoup d'expositions à l'extérieur. Et c'est à partir de 2008 que j'ai vraiment travaillé la chose. Très bien. Merci beaucoup. De ton côté, Laurent, est-ce que tu pourrais nous éclaircir sur les principales différences entre une approche achat responsable morcelée et opportuniste au regard des approches plus intégrées que tu as déployées dans différents grands groupes? Ah, Laurent, il faut que tu réactives ton micro. Voilà, micro réactivé. Avec plaisir, Amandine. Pour rebondir un peu sur ce qu'a dit François, j'ai aussi eu un beau choc quand j'ai intégré le groupe, je peux le citer, Lafarge, donc c'était en 2000, où le président de l'époque, Bertrand Collomb, était très orienté RSE et environnement. Donc cet exemple, je dirais, de leadership sur lequel je reviendrai, et cette prise de conscience m'a marqué. Et j'ai commencé, pour prendre un exemple concret, à travailler sur les actions spot. Et donc, pour parler d'actions opportunistes et de vision plus intégrée, dont je vais vous parler après, il y a une action spot sur laquelle j'avais travaillé. C'est en rencontrant un fournisseur de sacs papier. Le fournisseur nous proposait des sacs biodégradables pour éviter les déchets. Et c'est à partir de cette belle rencontre opérationnelle qu'on a pris conscience qu'on pouvait impliquer les fournisseurs et qu'on pouvait mettre en place des actions concrètes au niveau achat sur les achats responsables. Mais en même temps, à partir de cette expérience des sacs papier biodégradables et donc élimination des déchets, j'ai pris conscience qu'il nous manquait une sorte de vision d'ensemble, de plan d'ensemble des achats responsables, parce qu'à l'époque, je parlais avec le R&D, les usines, etc. D'où mon propos et cette prise de conscience à l'époque que j'ai commencé à développer chez Lafarge, qui était de dire, au-delà des actions spot et opportunistes que nous devons tous mener, et c'est très bien, les petites actions, les quick wins partout dans toutes les filiales, je me suis dit qu'il fallait mettre en place une démarche un peu plus globale, non pas pour parler stratégie parce que ça fait bien, mais pour avoir une espèce de vision pour embarquer plus de monde. Et ce que je propose, ce que j'ai pu appliquer, ce que je propose aujourd'hui, y compris à travers des clients que je peux rencontrer, c'est en gros une vision un peu intégrée en 4 étapes. La première, c'est vraiment de mettre autour de la table toutes les parties prenantes, que ce soit les directions industrielles, les directions opérationnelles, bien sûr la direction de la RSE. Et aujourd'hui, quand j'entends Argon qui dit que ce séminaire, enfin ce webinaire a été préparé entre RSE et l'associé achat, je trouve que c'est excellent. Donc, premier point important, implication des parties prenantes. Encore une fois, on l'entend partout de co-construction, mais ce n'est pas pour être dans le politiquement correct, employer les bons termes, managériaux, c'est vraiment pour bâtir cette vision. Qu'attendent les opérationnels, qu'attendent les fournisseurs, qu'attend la direction générale. Deuxième grande étape, c'est à partir de ces rencontres de proposer, de bâtir une vision qui explique les priorités,
Un exemple concret, on entend beaucoup parler de développement durable à travers l'environnement. Donc, dans cette vision, dans ce plan d'action global, s'assurer qu'on prend bien en compte les conditions de travail, la partie sociétale. C'est évident pour certaines cultures, certaines entreprises, ça ne l'est pas partout. Un autre exemple, quand je dis de cette vision globale, s'il y a des acheteurs ou des juristes autour de la table, tout le monde connaît par cœur Sapin 2 ou devoir de vigilance. Il arrive que dans des groupes, ce soit géré par une organisation qu'on appelle compliance. Donc, on va dire, ça peut être le risque, ça peut être géré en silo. Il est important pour la partie achat responsable de bien intégrer ça. Devoir de vigilance a un lien direct avec les achats responsables. Donc, c'est ça, cette partie vision, priorité, objectif, qui doit être très pragmatique. Le troisième pavé, c'est la gouvernance. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a proposé, et ça peut prendre du temps, hein, ça ne se fait pas en 2 mois, qu'on a proposé cette vision, qu'on l'a fait valider par le COMEX, définir la gouvernance. En quoi le COMEX peut impulser une fois par trimestre, je ne sais pas, une fois par semestre, comment chaque directeur et chaque directrice achat s'empare du sujet. J'entends parfois un correspondant achat durable. Très bien, mais le leader du sujet, c'est chaque directeur, chaque directrice achat, chaque responsable achat. Donc, c'est ce que j'appelle la partie gouvernance et bien sûr, le ou la CPO du groupe. Et puis, le dernier pavé, c'est décliner tout ça en processus, en outils, en critères de sélection, en organisation. Ça peut être de nommer un ou une responsable achat RSE par filiale, au niveau groupe. Donc, ça va dépendre de la taille de l'entreprise, de la culture, mais c'est le quatrième pavé qu'on voit souvent en fait dans des groupes qui peuvent parfois commencer par cet aspect processus, outils, et qui manquent peut-être parfois un peu de cette vision un peu plus englobante et puis embarquante avec les parties prenantes. Donc, voilà un petit peu ce que moi je voulais partager avec vous, qui est le fruit qui est basé sur mes expériences dans plusieurs grands groupes internationaux, dont Lafarge Espy par lesquels je suis passé, et de mes missions de conseil auprès d'entreprises. Très clair, merci beaucoup Laurent. C'est vrai que tu as commencé à nous parler d'exemples concrets sur les sacs papier biodégradables. François, de ton côté, est-ce que tu pourrais nous partager d'autres exemples concrets de mise en œuvre de la RSE sur les catégories d'achats dont tu as eu la charge? Oui, alors là, Amandine, tu m'as lancé sur un sujet où il va falloir que tu maîtrises le timing. Je vais vous donner 3 exemples. Le premier exemple, c'est celui-là, je l'adore, c'est mon bébé. C'est ce que SNCF appelle désormais le rail vert. Et je vais vous le remettre en perspective, en fait. Fin 2018, début 2019, il y a un acériste français qui s'appelle Ascoval. C'est un sidérurgiste qui pèse à peu près 400 emplois, qui dépose le bilan pour la énième fois en quelques années. Les bureaux les cabinets de Bruno Le Maire et Xavier Bertrand se mettent en chasse pour trouver un repreneur. Et là, moi, je suis appelé par le président de British Steel, qui est mon fournisseur de rails. Donc, Gérard Glam me dit, nous, on est intéressés. C'est un outil industriel qui est très compétitif. Par contre, vos petits contrats de 3 ans sans engagement de volume, ça ne va pas nous aider à reprendre l'affaire. Donc, comment on peut se mettre autour d'une table et poser ensemble une solution à la reprise d'Ascoval? Sur ce, je vais voir mon président, Patrick Jantet, et je lui présente l'affaire sous un autre angle qui est un angle RSE, en fait, qui est, et c'est ce qu'on voit sur le slide, aujourd'hui, quand je pose un rail sur le réseau français, donc là, on est en 2019, hein, je commence par extraire du minerai, je l'envoie dans un haut fourneau au nord de l'Angleterre qui fume très fort, qui est très vieux et qui n'est pas super productif pour en faire de la fonte. La fonte se balade en camion du nord de l'Angleterre jusqu'à l'est de la France pour laminer un rail qui va être ensuite livré chez SNCF. Donc, Solon, c'est un site qui assemble des rails de 108 mètres de long en multiples. Donc, on va jusqu'à 430 de mètres. Et ensuite, Solon livre sur la voie les rails. Donc, vous voyez un process qui est très long, qui est très séquencé, très générateur de transport et très générateur de CO2. La solution qu'on trouve avec Ascoval, c'est un four électrique, donc déjà qui consomme 10 fois moins de CO2 qu'un haut fourneau. C'est un four électrique qui est en France, donc qui nous réduit les temps de transport. Et c'est un fourneau électrique, qui nous permettra à terme de recycler du rail. Et donc la mise en économie circulaire de ce business-là, elle nous a permis d'économiser l'équivalent de 200 à 300 kilotonnes d'équivalent CO2.
Et deuxièmement, dans un modèle qu'on peut projeter, c'est je retire un rail usagé sur le réseau français, je l'envoie à Valenciennes, il est fondu à Valenciennes, il est envoyé à Hayange pour être laminé et il est remis sur le réseau français sous la forme d'un rail neuf. Et ce que vous voyez en bas du slide, c'est la totale réutilisation du rail, c'est-à-dire que quand je retire un rail, on va dire noble, sur une ligne à grande vitesse, je regarde si je peux tout d'abord le réutiliser sur un réseau secondaire, et les rails qui restent, je peux les envoyer chez Ascoval pour être fondus et pour être transformés en nouveaux rails. Ça, c'est la première partie de l'équation. La deuxième partie de l'équation, c'est à terme, si on se projette, et on est dans la période où l'inflation est plutôt forte, si on se projette, je peux complètement neutraliser le prix de ma matière, puisque c'est un rail qui a déjà été payé et amorti que je remets dans le système. Pour vous donner un ordre d'idée, le rail, c'est à peu près 1 000 € la tonne. Et sur ces 1 000 € la tonne, vous avez aujourd'hui 700 € de ferraille. Voilà, ça c'est le premier exemple que je voulais donner. Le deuxième exemple que je vais donner, je vais me permettre d'envoyer un petit POC à mon ancien collègue Yann Mazloum, qui est présent aujourd'hui, qui était l'un des patrons des achats du matériel roulant de SNCF. C'est le recours au secteur du travail protégé et adapté. SNCF a lancé plusieurs filières, donc le matériel roulant a lancé la filière d'entretien de ses bogies. On a aussi lancé une filière de STPA sur la partie traitement des réclamations clients. Vous savez, il y en a très peu qui sont générés par SNCF. Et donc, on a lancé cette filière et les marchés afférents à cette spécialité sont réservés au secteur du travail protégé et adapté. Et le troisième exemple que je vais vous donner, là encore, c'est une discussion avec Patrick Jonté, le président de SNCF Réseau. C'est François, donne-moi une vision des actions RSE qu'on a. Et donc, tout fier de nos actions, je lui dis, Patrick, on fait 100 000 heures de recours à l'insertion, ce qui est pas mal, ça nous met dans les plus gros donneurs d'ordre. Et Patrick est très calculateur et très polytechnicien, me dit, mais combien on fait d'achats de travaux? On fait 2,5 milliards d'achats de travaux. OK, quel est le pourcentage de main-d'œuvre sur cet achat de travaux? Il est entre 70 et 80%. Et donc, François, est-ce que tu penses que 100 000 heures d'insertion, c'est raisonnable? La réponse, forcément, c'est non. Donc, on a monté un groupe de travail et sur l'année 2019, on est parvenu à multiplier par 10 le taux de recours à l'insertion avec une politique très volontariste, c'est-à-dire des clauses non plus incitatives, mais des clauses contraignantes pour nos fournisseurs. Et aujourd'hui, quand SNCF Réseau achète des travaux de voie, l'équivalent insertion dans les heures de travail, c'est 10%. Et ça représente maintenant 1 million d'heures par an. Voilà, c'était mes 3 exemples. Et donc, je suis très content de les partager avec vous. Merci François, c'est effectivement des exemples très inspirants et concrets. Résultat, Laurent, au regard de ces échanges et ton retour d'expérience, c'est quoi pour toi les facteurs clés de succès de mise en œuvre des achats responsables? Effectivement, il y a des facteurs clés de succès. Je vais reprendre peut-être, qui n'est pas sur le slide, mais pour rebondir sur ce que dit François, et c'est ce que j'ai dit aussi précédemment, il y a un premier facteur clé de succès, c'est quand même des actions concrètes et visibles. On ne l'a pas repris quand on a préparé le webinaire ensemble, mais c'est vrai que c'est peut-être évident pour tout le monde, mais c'est bon de se le rappeler, il y a un premier facteur clé de succès, c'est vraiment le pragmatisme et action concrète. Ensuite, pour aller un petit peu plus loin et pour être justement dans ce que je proposais, la transformation plus globale et peut-être plus ambitieuse, c'est l'implication du ou de la CPO, donc Chief Procurement Officer, la directrice achat groupe ou du directeur achat groupe, ou de filiale ou de pays, qui pour moi doit s'emparer du sujet. Ça, c'est primordial, c'est leading by example, et c'est montrer qu'on prend le sujet à bras-le-corps, personnellement en tant que CPO. Et je citais l'exemple de Bertrand Collomb en tant que président du groupe Lafarge à l'époque, et moi, ça m'a marqué ce leadership, et voilà, qui s'empare personnellement de ce sujet-là. Donc, vraiment, ce leadership de la CPO. L'autre facteur clé succès, j'en ai parlé, et encore une fois, ce n'est pas de la bienséance dans le langage managérial et de consultant actuel de co-construction, mais il faut mettre les parties prenantes autour de la table. François en a parlé avec son fournisseur British Steel. Donc, que ce soit pour la stratégie ou pour les actions, impliquer les parties prenantes, vraiment, les écouter et bâtir quelque chose avec eux. Troisième facteur clé de succès, je pense qu'il faut quand même passer par cette vision, ce côté vision, plan stratégique un peu global, sans remettre en cause les quick wins et les actions concrètes.
mais essayer de regrouper ça dans une vision qui permet de communiquer, d'être pédagogue et d'embarquer les parties prenantes, internes et externes. Ensuite, il y a un autre facteur clé succès. Alors, on peut rapprocher ça du leadership du CPO, mais je pense que dans ce leadership, au-delà de la vision et de l'implication des parties prenantes, il y a aussi un peu challenger le statu quo. Alors, il faut le faire avec pédagogie, avec diplomatie, avec le respect de l'histoire de tous les groupes. Tous les groupes ont leur histoire. Néanmoins, il faut avoir le courage de challenger le statu quo et proposer des choses. Un autre facteur clé de succès que j'ai utilisé quand j'étais opérationnel, on va dire, dans les grands groupes patrons achats, c'est se faire accompagner. Alors, il ne s'agit pas, je précise tout de suite, d'embaucher 10 000 consultants partout, mais parfois, quand on manque d'expertise ou de ressources, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Moi, je l'ai fait, par exemple, sur la cartographie des risques achats. Je connaissais parfaitement le sujet, mais je savais qu'il y avait des cabinets plus experts que moi et en termes de ressources. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Moi, c'est mon message. Et puis, peut-être un dernier message un peu chapeau, c'est y compris en interne pour contribuer à mobiliser. Ce que je dis parfois, alors parfois ça surprend, mais je dis mais les achats durables, c'est du gain financier. Alors quand je dis ça la première fois, mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire en fait qu'on peut gagner des affaires, du chiffre d'affaires en ayant des achats durables performants avec des clients. On peut valoriser ça auprès d'investisseurs financiers. Donc ayons en tête que les achats durables qui font partie de la RSE sont globalement un levier de performance et de création de valeur très puissant, y compris financier pour l'entreprise. Donc, je pense qu'avoir ça en tête et partager un peu ce discours-là, c'est un facteur clé de succès. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Et pour finir ce Rex, François, est-ce que tu vois des compléments à apporter sur ces facteurs clés de succès, notamment au regard des potentiels écueils que tu as pu vivre, sur lesquels tu as pu capitaliser? J'avais oublié mon micro, voilà. Je disais donc je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Laurence précédemment sur l'implication de tout le monde, sur la vision, sur le fait d'avoir une cible. Moi, je rajouterais 2 points. Je rajouterais un premier point qui est ce que les Anglais appellent l'empowerment, c'est-à-dire le fait que l'instance suprême, le président, donne légitimité aux achats dans la démarche. Je le dis parce que j'ai trouvé le binôme Guillaume Pépi, Pierre Pelouzet, et prétentieusement le binôme que je faisais avec mon président Patrick Jantet, très utile parce que quand votre président vous expose partout en disant c'est eux qui sont aux manettes et on va y aller, ça vous donne légitimité à lancer des actions et c'est très important parce que beaucoup d'actions de RSE peuvent être autoportées par les achats. Il y a des choses où vous n'avez pas besoin de prescripteurs et où vous pouvez dire voilà, ma politique achat, elle porte ça en RSE. Donc ça, c'est le premier point, être légitimé par sa direction. Et le deuxième point pour moi, c'est bien faire attention à regarder toute la chaîne de valeur. Parce qu'on peut se focaliser sur quelque chose en disant voilà, je fais un super truc en termes d'empreinte CO2 par exemple, ou en termes de durabilité de mes achats, et oublier les externalités par rapport à ce point-là. Je vais vous donner un exemple de quelque chose qu'on n'a pas raté, mais sur lequel on n'est pas allé au bout quand j'étais chez SNCF. On s'est lancé sur l'aspect positif de nos traverses en bois. Donc les traverses chez SNCF, c'est en bois, c'est à peu près 200 à 300 000 traverses par an. Donc, on s'est lancé sur l'aspect forêt gérée durablement, les forêts avec des labels FSC. On a bien fait un sourcing, on a regardé que tout notre bois était du bois durable, on va dire, géré durablement. Et on s'est arrêté là. Et nous, on était contents, les achats, on avait fait une super action RSE. On avait des belles traverses bois dans des forêts gérées durablement. Et on n'a juste pas poussé le pas jusqu'à la totalité du business. Et donc, comme disait un de mes managers, on achète du bois géré durablement et après, on le trempe dans du goudron. Et en fait, on n'a pas géré toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas posé la question derrière de est-ce qu'on n'a pas un traitement qui peut être plus durable. Et on a attendu qu'il y ait de nouvelles législations qui nous disent on peut plus s'en servir ou beaucoup moins. Et là, on n'a pas été jusqu'au bout de la chose, c'est-à-dire prendre tout le spectre du TCO et le traiter intégralement. Merci beaucoup à tous les deux pour ce témoignage très riche. Côté auditeur, vous avez commencé à le faire. N'hésitez pas à poser vos questions dans le Q&A si vous voulez que nos invités développent certains points lors de la phase de questions-réponses finale. Et là, donc, je vais passer la parole à Stéphanie qui va vous présenter les solutions pour faciliter la mesure de la performance actuelle et future.
Merci Amandine. Effectivement, hein, je rejoins ce que François et Laurent ont dit. Je pense que tout commence par une volonté, par un engagement fort au niveau de la direction de mettre des choses en place, et l'engagement de tous, parce que sans cette volonté clairement affichée, il y a peu de chances que ces politiques RSE et achats responsables aboutissent. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça et qu'on a affiché une volonté, il faut quand même mettre des process, des outils et permettre aux acteurs de ce changement d'atteindre leurs objectifs et leur donner les moyens de réussir. Alors nous, c'est vrai que chez CX, on a été sollicité par nos clients parce qu'on fait du sourcing fournisseur. On aide à faire du sourcing fournisseur. Donc on a été sollicité par nos clients sur ces sujets qui sont forts d'actualité. Et quand on a regardé un peu le constat, en fait, on s'est aperçu que même si la volonté était là, il y a une vraie difficulté aujourd'hui pour les directions achats de mettre en place ces stratégies RSE et de les mesurer. Alors, différentes raisons à ça, hein. La première est qu'on a un vrai problème pour accéder à la donnée fournisseur. Aujourd'hui, on a une des données fournisseurs qui sont essentiellement sur leurs compétences, leur savoir-faire, leurs produits. Mais si on veut aller plus loin, surtout quand c'est des fournisseurs qui sont petits, qui sont innovants, qui vont un peu challenger le statu quo, hein, on a du mal à trouver des données qui vont un peu plus loin sur ces fournisseurs. Et on a besoin d'outils qui permettent de trouver des fournisseurs différents, alternatifs, qui vont permettre de changer la façon d'acheter, la façon dont on va pouvoir faire ses achats et aller sur des voies un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, nous, on a envie de développer des technologies, hein, qui vont permettre d'aller plus loin et de challenger l'existant pour permettre de faire différemment. Et puis aussi de permettre de mesurer la performance RSE, parce que mettre en place des actions, c'est important. Mais comme on l'a vu et on l'a dit, il y a des engagements très forts au niveau des directions, des CPO ou des DG. Il y a aussi besoin de le mesurer et de montrer qu'on fait une action. On sent aujourd'hui qu'il y a une volonté des citoyens, une volonté des consommateurs d'aller vers des marques qui vont être plus vertes, hein, qui vont pratiquer la RSE. Donc, je pense que c'est aussi... si on parle de la grande distribution, par exemple, on sent qu'il c'est des choses qui sont poussées aussi par les choix des consommateurs. Donc, c'est important, je pense aussi pour les marques, de pouvoir montrer ce qu'elles font et de mesurer l'impact réel qu'elles ont dans leur politique. Donc aujourd'hui, quand on regarde quelles sont les raisons des échecs, hein, de ces difficultés à atteindre, à mettre en place ces stratégies d'achat responsable, on voit qu'il y a en premier lieu une difficulté d'accès à des données fiables pour évaluer ses fournisseurs ou pour trouver des alternatives, pour mesurer tous ces critères qui entrent en jeu dans la RSE. Il y a des problèmes d'alignement aussi avec les fournisseurs sur qu'est-ce qu'on attend d'eux. Donc, je ne sais plus si je crois que c'est Laurent qui disait qu'il y a besoin de se mettre autour de la table et d'avoir tous les acteurs autour de la table pour échanger, pour mettre en place des stratégies. On ne peut pas le faire tout seul dans son coin. Donc, il y a vraiment une nécessité d'alignement et de communication sur les volontés et sur ce qu'on peut mettre en place. Et puis, encore une fois, la difficulté de mesurer et de communiquer sur la performance RSE. Donc, il y a vraiment une nécessité de tracer en partant du constat de départ et de la volonté et de la stratégie qu'on veut mettre en œuvre, être capable de mesurer de bout en bout toutes les actions qui sont mises en œuvre et d'où on part et à quel point on s'améliore dans cette politique RSE, alors que ce soit sur l'impact carbone, le pourcentage d'heures travaillées qui est sur le secteur du handicap ou de l'insertion. Mais il est important d'avoir une mesure et une traçabilité de tous les efforts et de toutes les actions qui sont mises en place. Je vais vous parler de ce que nous, on arrive à mettre en place sur Silex. Hein. Donc, nous, on a comme je vous disais, une solution de sourcing qui aide
les acheteurs à trouver des fournisseurs alternatifs ou diversifiés. Et au-delà de la connaissance et de la compétence qui est liée à ces fournisseurs, on va aller aussi mettre de la donnée extra-financière dans l'identification d'un fournisseur. Donc, pour rappel, hein, quand on parle de RSE ou d'achat responsable, il y a trois volets. Aujourd'hui, on parle beaucoup de bilan carbone, on parle beaucoup d'empreinte carbone, d'émissions de gaz à effet de serre. Ça cache beaucoup de choses, mais il y a aussi le volet social, il ne faut pas l'oublier. François a parlé d'heures de travail qui ont été transférées sur le secteur du handicap et de l'insertion. Ça, c'est des choses qui, je ne vais pas dire qu'ils sont faciles à mettre en œuvre, mais qui sont facilement actionnables parce que on a parlé de gros travaux de transformation, mais il y a aussi des petites choses. On peut pratiquer la technique du petit pas en allant sur des actions concrètes, en allant sur des petites PME proches de chez soi. Et là, on va toucher les 3 axes de la RSE, puisqu'on peut faire travailler des petites entreprises. Donc là, on fait travailler du PME, on développe le local, on réduit son impact carbone, on travaille avec des sociétés proches de chez soi. Donc, il y a vraiment les 3 pans de la RSE qui sont, je pense, à prendre en compte quand on met en place des stratégies d'achat responsable. Donc, nous, effectivement, on va permettre d'identifier les sociétés sur des critères extra-financiers. Donc, est-ce que ces sociétés font partie de l'économie sociale et solidaire? Comment trouver des entreprises adaptées? Comment trouver des entreprises du secteur du handicap ou de l'insertion à côté de chez moi? Comment trouver des sociétés innovantes, des PME innovantes dans mon territoire? Comment trouver des entreprises sur les travaux de bâtiment qui font partie qui ont le label RGE. Donc, nous, on va permettre aux acheteurs de trouver de façon simple et rapide ces sociétés qui répondent à tous ces critères. Et on va être capable de tracer justement dans les stratégies achats quelle part des achats on va consacrer à l'insertion, quelle part de nos achats sont faits sur des PME locales. Toutes ces mesures justement qui rentrent dans la direction des achats responsables et de la RSE au sens large. Merci Stéphanie. Donc je vous propose de passer à la synthèse des points clés pour se lancer ou accélérer. Donc vous l'aurez compris, chez Argan & Co, nous pensons que le développement durable, c'est le nouveau moteur du succès des organisations. Et pour cela, il faut vraiment qu'il soit au cœur de la culture d'entreprise, vraiment articulé autour de sa gouvernance et clairement intégré aux objectifs et activités de l'acheteur. Acheteur qui d'ailleurs a un grand rôle à jouer, sachant qu'en moyenne, 80% des émissions de CO2 d'une entreprise sont liées à ses fournisseurs de produits et de services. Par ailleurs, cela est revenu au travers des témoignages de nos invités, la RSE, c'est surtout une affaire de confiance et nécessite vraiment d'embarquer fortement les parties prenantes internes et externes. Le 3e point sur lequel Laurent a pas mal insisté, c'est qu'il faut que cette démarche elle soit complètement intégrée au plan de performance achat et qui est lui-même aligné avec la stratégie RSE et business de l'entreprise. Et comme on l'a vu, on doit vraiment avoir achat responsable synonyme de performance économique. Comme l'a démontré François, en mettant par exemple en économie circulaire certains éléments, ça permet d'atténuer potentiellement des variations de coûts de matière ou aussi de valoriser d'un point de vue top line ces efforts et permettre également d'avoir des financements à taux réduit. L'autre point commun de ces règles, c'est finalement la nécessité d'engagement fort du CPO et du COMEX avec ces notions que vous avez évoquées de leadership, d'empowerment, et vraiment pousser l'idée dans l'organisation que chacun est responsable d'avancer sur ces sujets, avec notamment des choses qui peuvent être portées très fortement par les achats pour que tout le monde avance sur ces pratiques. 5e point que Stéphanie a bien démontré, la mesure de l'impact est clé et pour ça, il faut avoir les outils qui vont bien pour pouvoir voir d'où on part et pouvoir se donner des objectifs ambitieux tout en étant réaliste. Et dernier point là-dessus, c'est vraiment avoir cette approche par petits pas avec des actions très concrètes, pragmatiques et rapides pour amorcer la pompe, gagner la confiance des acteurs internes et externes. Et puis, finalement, plus ces acteurs vont avoir confiance, plus ils vont s'engager et plus on va pouvoir oser ensemble pour bâtir un succès durable.
Donc voilà pour les idées clés que nous voulions que vous gardiez en tête. Et puis je vais passer la main à Yannick pour qu'il vous présente les points clés de méthode. Oui, merci Amandine et merci à tous nos intervenants pour ces éclairages très intéressants. Nous, aujourd'hui, en termes d'approche, le sujet clé, c'est l'impact. C'est comment engendrer de l'impact. Dans mon expérience, dans mes 25 ans d'expérience, j'ai eu la chance d'être consultant, dirigeant dans la grande distribution et le e-commerce, et en particulier directeur des achats alimentaires de groupe Casino, et également entrepreneur, puisque j'ai monté 2 entreprises. Ce qu'on partage ici, c'est le fruit à la fois de l'expérience d'Argon & Co dans la transformation des opérations et également de ce que j'ai vécu en tant qu'entrepreneur et dirigeant. Donc, c'est vraiment le fruit de réalités concrètes qui, comme vous allez le voir, mettent en exergue les facteurs de succès dont on a parlé. Le premier sujet, c'est la cartographie. Même si le terme va de soi et qu'on a beaucoup insisté aujourd'hui sur l'importance de la mesure, la difficulté dans le cadre du développement durable, c'est qu'on appelle de nouvelles mesures. Dans beaucoup de cas, les mesures sont des indicateurs nouveaux ou alors des indicateurs qui sont pas très bien codifiés et encore moins bien mis dans des chaînes de production informatique. Il suffit de regarder aujourd'hui quelle est la quote-part des fonctionnalités des ERP qui couvrent les besoins de décision durable pour constater qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Et des outils comme Silex que Stéphanie a partagé aujourd'hui sont l'exemple effectivement d'outils utiles pour éclairer les décisions. Donc, premier point, où est-ce qu'est la valeur? François, Laurent ont beaucoup insisté. C'est fondamental. Enfin, achat durable ne veut pas dire achat moins performant. Au contraire, achat durable, c'est plus performant. Et donc, où est la valeur qu'on va créer et comment on la caractérise? Le sujet ici, pour nous, va souvent consister à mettre en cohérence. C'est pas tout d'avoir des données, mais bien évidemment, il faut s'assurer qu'elles soient fiables et surtout qu'elles aident à aligner. Puisqu'il y a des données qui seraient pas très claires, pas très précises ou pas très cohérentes, évidemment, mettraient beaucoup de perturbations dans l'organisation. Au contraire, on veut que la donnée aide à mieux arbitrer, à mieux aligner et à mieux créer de l'enthousiasme dans les équipes. Donc ça, c'est l'étape 1, avoir un plan, avoir une carte. Étape 2, commencer à créer de l'impact il nous paraît fondamental de planifier les initiatives sur 3 horizons. Les petits pas, on en a beaucoup parlé, des gains rapides, il y en a plein. Il est extrêmement rare qu'on ne puisse pas, par exemple, et c'est un sujet ô combien d'actualité désormais, qu'on ne puisse pas encore améliorer sa consommation énergétique. Les ressources, les gains encore possibles sur la consommation d'énergie sont conséquents. L'inclusion, dont parlaient François et Stéphanie, pareil, on a plein de choses qu'on peut faire assez vite. Ensuite, refondre ses opérations. Là, on commence à grimper un petit peu en termes de difficultés. L'éco-conception, c'est un sujet qui va être fondamental dans beaucoup de cas, si on veut être à la fois durable et accessible, et aller chercher les nouvelles zones de conquête dont je parlais en introduction. Et enfin, des initiatives stratégiques qui vont, elles, exiger de prendre du recul par rapport à son modèle d'affaires existant et d'intégrer de manière très large l'ensemble de l'entreprise. Un exemple d'initiative stratégique, c'est les dispositifs d'économie circulaire qui vont appeler en général des refontes de bout en bout, qu'on parle des opérations, qu'on parle du marketing, qu'on parle du commerce, qu'on parle de la relation client. Et ça, on aime bien évidemment l'amorcer quand on a déjà sécurisé des gains rapides et des refontes opérationnelles comme l'éco-conception. Enfin, et je dirais de manière importante, c'est s'assurer que le développement durable n'est pas un projet ad hoc, qu'il s'inscrit, qu'il est cranté, qu'il est accroché à l'organisation. Laurent a insisté dessus tout à l'heure en disant qu'il ne s'agissait pas de mettre entre guillemets, des correspondants RSE à côté de l'achat. C'est une conviction forte également pour Argon & Co. Et c'est quelque part un enjeu extrêmement important de motivation et de développement des équipes, c'est de s'assurer que nos acheteurs et nos acheteuses développent leur métier, enrichissent leur métier en l'intégrant à leur quotidien. Ça veut dire, par exemple, évidemment, la formation, sujet très important qui exige pour le coup pas mal de due diligence parce qu'il y a beaucoup de formations possibles et on ne peut pas tout faire. Donc,
quels sont les bons dispositifs, comment former ces équipes et comment le faire de manière progressive. Deuxième exemple, c'est le reporting, comment on s'assure que nos tableaux de bord se développent, s'enrichissent et remontent progressivement les enjeux de durabilité dans l'agenda de nos comités de direction pour s'assurer que la durabilité devient bien un atout compétitif. Pour cela, heureusement, on ne part pas de rien. On a partagé aujourd'hui aussi le rôle de l'expertise. Je suis évidemment, mon expérience, en particulier ma dernière expérience d'entrepreneur, m'a montré à quel point refondre des business models et le faire autour de la durabilité appelait des expertises pointues. On parle là de choses qui sont, dans beaucoup de cas, des émergences quand on veut aller vers des approches stratégiques. Et donc, il faut s'appuyer sur des expertises, qu'elles soient internes ou externes, et en particulier des expertises qui tournent autour de la compréhension des bonnes pratiques, de ce qui se fait ailleurs. Il ne s'agit pas de réinventer la roue. On a heureusement déjà beaucoup de pionniers ou de leaders autour de nous. C'est intéressant de savoir ce qu'on a appris déjà et les écueils, comme on a tenté de le faire aujourd'hui. Et puis également des experts pour avoir des mesures qui soient fiables et cohérentes, comme Stéphanie l'a évoqué. Amandine. Merci Yannick. Donc je vous propose maintenant de passer à la partie questions-réponses. Donc je vais prendre une première question plutôt à destination de Laurent. Finalement, Laurent se pose la question de comment motiver les acheteurs face à des prescripteurs. On nous demande si le message du CEO suffit. Alors, il y a deux questions en une. Donc, pour répondre à la deuxième partie de la question, est-ce que le message du CEO suffit? Pour répondre binairement, non. Et je reviens sur ce que je disais, notamment le rôle, on peut appeler un peu intermédiaire, mais de leadership du ou de la CPO. Maintenant, comme le disait François, là, avoir un CEO engagé avec un message fort, c'est un vrai levier et un vrai facteur de succès. Après, comment motiver les acheteurs? Il y a plusieurs leviers. D'abord, il y a cette vision dont je parlais, qui va donner aussi de la substance et en expliquant aux acheteurs, mais pas uniquement qu'aux acheteurs, pourquoi on fait ça. Pourquoi on fait ça aujourd'hui à titre personnel. On l'explique dans cette vision. Donc, c'est déjà un premier levier de motivation, de mobilisation des acheteurs et des prescripteurs. Après, moi, dans ma vision, il ne faut pas opposer motivation des acheteurs et des prescripteurs, mais partager cette vision concrète, c'est un levier de motivation, mobilisation. Après, un deuxième levier, je dirais, ou peut-être en mettant un peu la casquette de manager de proximité, et je prends un exemple dans certains groupes que j'ai pu voir ou pour lesquels j'étais CPO ou j'ai conseillé, peu importe, si en posant la question à un directeur ou directrice achat de filiale, la réponse est oui, Laurent, c'est important, je vais voir ça avec mon correspondant achat durable, c'est peut-être de motiver le directeur achat et la directrice achat en disant non, mais c'est ton sujet. Oui. Au même titre, alors il ne s'agit pas du tout d'être cassant, mais de rappeler ou d'expliquer. Encore une fois, respectons l'histoire, mais d'expliquer au directeur achat ou à la directrice achat, dorénavant, tu dois vraiment le considérer comme ton sujet, au même titre que la performance financière des achats. Et s'il te plaît, explique ça à tes catégories managers, à tes acheteurs. Donc, ça passe aussi par ça, c'est ce que expliquait un peu la gouvernance et l'organisation. Mais j'insiste beaucoup sur la partie vision au sens pédagogie et pourquoi. Pourquoi on fait ça? On fait ça pour la planète. On fait ça pour l'inclusion. Alors, l'inclusion, ce n'est pas qu'un mot politiquement correct. Si on peut faire travailler des ESAT et des gens en difficulté, enfin, je veux dire, je pense que tout le monde peut être ému par à l'idée de faire ça. Donc, on fait ça pour ça. Voilà. Très clair. Merci beaucoup. Deuxième question, pour rebondir un peu par rapport à ce que tu évoquais sur rappeler au manager de proximité que c'est son sujet et qui peut passer notamment peut-être par les objectifs. On a une deuxième question que je voudrais t'adresser, François, sur est-ce que tu as rencontré des difficultés dans la mesure efficace des actions et des résultats? Ah oui, bien sûr. Non, quand on parle d'heures d'insertion, non, quand on parle de recours au STPA, parce que c'est des valeurs chiffrées, en euros, en heures ou avec certains métriques. Quand vous pesez l'équation du rail dont je parlais tout à l'heure, c'est très, très difficile. Alors déjà, l'entrée en matière, c'est que c'était plus cher.
Et moi, mon entrée en matière, c'est que ça ne devait pas coûter plus cher. Et ensuite, vous devez chercher à mesurer l'impact du CO2 gagné. Ça, c'est toujours un débat énorme. Je vous invite à lire à ce sujet un recueil que publie très souvent Alain Quinet, qui est le DG de SNCF Réseau, sur la valeur du CO2, en fait. C'est un rapport qui met à jour régulièrement pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat américain. C'est sur la valeur tutélaire du CO2. Et lui, dans sa vision, on parlait de 250 euros la tonne de CO2. Vous imaginez quand on lui a dit, certes Alain, mais on va économiser 300 000 tonnes, on ne peut pas dire on fait 300 000 fois 270 et on a gagné ça. Donc oui, il y a des zones où c'est très difficile de chiffrer. Une autre zone où c'est très difficile de chiffrer, c'est la relation fournisseur. Je signe la charte relation fournisseur responsable, je m'engage dans la démarche de labellisation. Ça a une valeur parce que je vais développer ma gouvernance avec mes fournisseurs et en la développant, je vais gagner quelque chose financièrement, politiquement, en termes d'image, mais c'est très, très difficile à quantifier. Donc oui, la question de l'objectivation de ce qu'amène une démarche RSE, elle est assez compliquée. Merci. Notamment, si on continue sur les sujets complexes en termes de mesures, une question que je voulais t'adresser, Stéphanie, d'une des personnes qui assistaient, c'était de revenir sur le fait qu'aujourd'hui, quand on doit avoir des données sur les rangs 2 et 3, c'est souvent assez compliqué. Quelles sont un petit peu les billes que peuvent apporter Silex sur cette gestion des rangs 2 et 3? Alors nous, effectivement, on a... alors souvent déjà dans les rangs 2 et 3, on est dans l'industriel, dans les fournisseurs un peu plus complexes. Donc c'est vrai que là, on peut aller sur de la notation, sur de l'enquête qui est faite avec les fournisseurs. Effectivement, c'est des sujets un peu plus complexes. C'est pour ça que je disais déjà, on peut commencer par les petits pas et les choses faciles. Et après, effectivement, sur de la production, de l'industriel, il faut aller plus loin dans les évaluations des fournisseurs. Donc là, effectivement, on peut se faire aider par des cabinets. On a des confrères qui sont spécialisés dans ces notations de fournisseurs, dont c'est le métier pour aller plus loin sur la donnée fournisseur, EcoVadis puisque c'est les leaders sur le marché sur ce niveau-là. Donc voilà, il y a d'autres moyens d'aller plus loin si on a besoin. Mais déjà, je pense que dans un premier temps, on peut aller sur des choses. Alors, il y a les sujets de relocalisation qui sont très forts d'actualité en ce moment. Donc, je pense ça enlève pas mal de problématiques. Si on pense un peu différemment, je pense qu'on peut enlever pas mal de complexité au sujet aussi. Merci beaucoup. Une autre question qu'on a, je pense, pour Laurent, c'est comment finalement on rend la RSE visible? Est-ce qu'il faut créer un poste de correspondant à RSE au sein des achats ou est-ce qu'il vaut mieux l'embarquer dans le rôle des acheteurs ou les deux? Alors, pour répondre de manière directe et concrète, j'aurais tendance à dire les deux, probablement. Après, ça va dépendre du point de départ. Ça va dépendre de la maturité du groupe ou de l'entreprise sur ce sujet-là. Tout à l'heure, je disais, il ne faut pas se contenter d'un correspondant achat ou durable ou un correspondant RSE. Maintenant, ça peut être utile. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a une véritable prise en compte visible et quotidienne, si on reste sur les achats durables, par les acheteurs. C'est-à-dire qu'un acheteur, un catégorie manager, très concrètement, quand il va rencontrer les fournisseurs dont il a la gestion du portefeuille, c'est de dire, voilà, je voudrais parler avec vous des incidents de qualité qu'il y a eu sur telle usine, je voudrais parler avec vous de vos prix, et je voudrais parler avec vous, Stéphanie, notée EcoVadis, de votre notation EcoVadis, je voudrais parler avec vous de votre action sur le recyclage des déchets. Donc, au final, la cible, c'est ça. C'est-à-dire, les achats durables sont sur l'agenda des acheteurs en interne et vis-à-vis des fournisseurs. Si ça passe pour faciliter, notamment dans les très grandes structures, par cette notion de correspondant, qui est un peu un facilitateur interne, on peut avoir des correspondants. Ce qui est important, c'est que les rôles soient clairs et qu'au final, l'acheteur ou l'acheteuse soit vraiment pilote et se soit approprié le sujet. Très clair. Je ne sais pas, François, si tu veux rebondir là-dessus. Oui, je pense qu'il y a aussi une notion d'affichage et c'est du purement visuel, mais on le dit toujours.
la place qu'occupe le patron ou la patronne de la RSE dans une entité achat, elle est tout à fait indicative de la valeur qu'on porte à la RSE. Et c'est en ça que je disais en 2008, quand Pierre Pelouzet dit « Moi, j'ai un patron de la RSE et il a le même grade que tous les autres », l'affichage, il est clair et la vision, elle est donnée. Je pense que ce point-là, il est important. Très clair. Et peut-être une dernière question, enfin, n'hésitez pas s'il y en a d'autres. Pour Laurent également, on avait la question, puisque tout à l'heure tu as évoqué le fait de se faire accompagner. Et donc on nous demandait, toujours ce point de vue, accompagnement versus intégration. Donc voilà, la plus-value d'un accompagnement versus intégration dans la fonction. Alors, si je comprends bien la question, je n'opposerai pas intégration au sens cette vision globale à bâtir et accompagnement. Moi, ce que je recommande, c'est que soit on peut se faire accompagner dès le début dans la démarche parce qu'on est CPO, on n'a pas du tout le temps ou pas du tout l'expertise, ça peut arriver. Donc, il faut être pragmatique dans l'accompagnement. Mais l'idée que j'ai de l'accompagnement, c'est plus sur des sujets spécifiques. Moi, j'aurais tendance à recommander que le ou la CPO anime vraiment elle-même ou lui-même cette partie embarquement des parties prenantes et bâtir la vision. Là, on peut se faire accompagner, je dirais, plus en support pour aider un peu une ressource supplémentaire pour mettre en forme et animer ces rencontres et bâtir cette vision. Et un deuxième type d'accompagnement, après, c'est plus dans l'expertise, en se disant, bah, tiens, justement, si on parle de décarbonation, aujourd'hui, on sait qu'on peut mesurer globalement l'impact, l'équivalent CO2 sur le scope 2 et 3, mais si demain, on veut mesurer et changer de fournisseur, c'est très difficile. Par contre, on peut se faire accompagner pour mieux comprendre ce sujet décarbonation et pilotage des fournisseurs. On peut se faire un deuxième exemple sur la cartographie des risques fournisseurs ou risques achats. Ça aussi, moi, en tant que CPO, je connaissais, j'en ai parlé. Je me suis fait accompagner parce qu'il y avait une expertise plus pointue sur le marché. On peut se faire accompagner pour être en mode le CPO ou la CPO en mode brainstorming avec… voilà, donc je pense qu'en fonction de chaque point de départ et chaque entreprise, l'accompagnement, il peut se faire au niveau réflexion stratégique, mise en forme de la stratégie, expertise sur un ou deux domaines très spécifiques. Ça peut être un accompagnement sur une action très concrète pour être performant dans cette action. Ça peut être un accompagnement sur quel KPI, quelle mesure je mets en place. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas se dire je me fais accompagner sur tout. Il faut identifier les zones sur lesquelles on peut avoir un besoin d'aide, soit expertise et ou ressources. Merci, et ça fait très bien la transition peut-être avec la dernière question que je propose de prendre, que j'adresse à François, comme on parle de mesures, qui nous demande si l'obligation de publication de rapports extra-financiers va aller au-delà des entreprises du CAC 40. Ah oui, je pense que le mouvement, il est lancé, et non seulement en termes d'obligation, mais en termes d'exhaustivité des entreprises. Oui, la partie notation extra-financière, elle est déjà très présente chez les groupes du CAC 40, mais aussi chez d'autres groupes qui consolident les infos et qui ont une politique volontariste d'affichage de leurs actions. Et on le voit bien, Amandine, on en parlait avec toi et Aldric très récemment au sujet d'une grande entreprise française. La législation, elle est en train de se durcir à horizon 2024-25 de façon très, très forte. Tu veux peut-être en dire un mot, Amandine? Effectivement, donc j'ai pas encore tous les détails en tête, mais les obligations de communication extra-financière vont se renforcer, y compris pour des entreprises de taille plus petite, et vont passer à un niveau Europe. Donc là-dessus, n'hésitez pas justement à faire appel à nous pour vous faire accompagner par nos collègues de la partie finance qui travaillent ardemment là-dessus pour pouvoir proposer un accompagnement pour mettre en œuvre ce reporting extra-financier dans les années à venir. Donc, merci beaucoup en tout cas à tous. Je pense qu'on est arrivé au bout de ce webinaire. Merci à Laurent et François d'avoir partagé avec nous leur retour d'expérience et à Stéphanie de nous avoir éclairé sur les solutions pour faciliter la mesure.
On espère que ces éléments vous ont donné envie de vous lancer ou d'accélérer vos initiatives achats responsables. On partagera bien sûr la présentation aux personnes qui étaient connectées et elle sera accompagnée d'un questionnaire pour avoir vos retours sur ce webinaire. Et le replay de ce webinaire sera aussi disponible rapidement sur notre site. Et merci beaucoup à tous et bon appétit. Merci, bonne fin de journée. Merci, bonne journée à tous. Au revoir, merci. Au revoir.